Bonjour à toutes. Bonjour. Donc aujourd'hui, je fais un point sanitaire sur la journée d'hier. Donc la journée d'hier, à 14 heures, il y a eu 8 décès supplémentaires. Donc on déplore maintenant 209 personnes depuis le 9 septembre. Dans la journée d'hier, 231 nouveaux cas ont été confirmés. Donc, ce qui porte à 9417 le nombre total de cas positifs avérés depuis le 6 septembre. 88% des cas positifs ne sont pas vaccinés ou n'ont pas un schéma vaccinal complet. Le taux d'incidence sur ces jours glissants est de 329 pour 100 000 habitants. Alors pour mémoire, donc il était de 322 hier et 364 dimanche. 54 patients ont été pris en charge par le service de réanimation et 235 sont hospitalisés en unité Covid sur tout le territoire. Donc je fais un petit commentaire sur les 54 patients qui sont en service de réanimation. On est quand même en limite de saturation du service de réanimation avec 54 patients. 235 sont hospitalisés donc en unité Covid sur tout le territoire. Donc il y a 60 patients positifs qui sont sous surveillance dans un hôtel. Il y en a 45 en province sud, 14 dans la province des îles et 5 dans le nord. Il y a une décroissance en particulier dans le nord des cas positifs, mais on espère que c'est un chiffre qui va aller en constante diminution et c'est ce que l'on espère. 7851 personnes sont considérées comme guéries par les services hospitaliers qui les ont accueillis, 7851. Pour le bilan de la vaccination d'hier, hier, il y a eu 3520 personnes qui ont reçu une injection. Ce qui fait que depuis le début de la campagne, 164 683 personnes ont reçu leur première dose, soit 71,17% de la population vaccinable et 60,77% de la population totale. 126 905 personnes ont reçu 2 doses de vaccin et 1760 personnes ont reçu une dose de rappel. À ce stade, 53,84% de la population vaccinable, soit 46,83% de la population totale, ont reçu un schéma vaccinal complet. Donc on est enfin arrivé au-delà des 50%, soit 53,84%. Les opérations de vaccination se poursuivent encore dans tout le pays et elles continueront. Donc aujourd'hui, il y a la tournée Vaccimobile du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans toutes les tribus de la commune de Touo, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui également à la briqueterie de Valandor, il y aura une opération Vaxidrive à Koekara, aujourd'hui et demain, de 16h à 19h. À l'hôtel de ville de Nouméa, en nocturne aujourd'hui jusqu'à 20h. À Lifou, à Douaoulou et Kumo, et à Ouvéa, à Ika de Fayaoué. Demain, mercredi 13 octobre, il y aura une opération de vaccination à la salle polyvalente de Koumak jusqu'à vendredi, à la salle polyvalente de Moindou, à Lifou, maison commune de Natalo et d'Anémoitra, et à Ouvéa, au dispensaire de Saint-Joseph. Samedi 16 octobre, il y aura une campagne de vaccination, une opération de vaccination au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une opération qui se fait depuis 2 semaines, donc c'est la 3e semaine. Il y aura le retour de l'opération Proxivax autour de Magenta, avec l'association Mieux Vivre Magenta Tour, le gouvernement et les différents partenaires sociaux, SIC, FSH, CECAL et tant d'autres. Donc, et même l'association wallisienne. Vous savez, la rentrée scolaire a eu lieu hier, les secondaires ont fait leur rentrée aujourd'hui, les internes étaient accueillis dès hier soir. Cette rentrée est graduelle en fonction des établissements et les modalités d'accueil ont été fixées par les autorités dans le respect des protocoles sanitaires.
Pour ceux qui ne pourraient pas être immédiatement accueillis, la continuité pédagogique est assurée. La rentrée primaire du primaire, si les conditions le permettent, se fera la semaine prochaine. Donc, ce que je vous ai dit, c'est le secondaire. La semaine prochaine, c'est le primaire. Dans cet intervalle, les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sont toujours pris en charge dans les écoles habituelles cette semaine. Sur ce sujet de la rentrée scolaire, la vice-présidente Isabelle Chamorro a visité quelques établissements ce matin et elle viendra faire un point sur cette rentrée dans les prochains jours, à cette même place. Il y a, depuis hier, le gouvernement a annoncé une adaptation du confinement. Donc, cette adaptation du confinement, le gouvernement surveille étroitement les 3 indicateurs qui permettent d'établir ce niveau de confinement. Il y a le taux d'incidence, le taux de vaccination et le taux de saturation du système hospitalier. Les aménagements du confinement sont réévalués en fin de semaine, en fonction de l'évolution de chacun des indicateurs. Je dois rappeler que ce confinement adapté n'est pas un déconfinement progressif, comme je l'ai entendu assez souvent ces derniers jours et ces derniers temps. C'est un confinement adapté. Donc, ce qui veut dire que la plus grande prudence reste de mise, parce que la crainte du rebond de l'épidémie est toujours présente et que le gouvernement n'hésitera pas à remettre un confinement beaucoup plus fort si toutefois il y avait les 3 indicateurs que je vous ai annoncés devaient déraper. Sur ce point, le confinement, je vous l'ai dit, le confinement adapté ou confinement aménagé, ne signifie pas déconfinement. C'est important ce que je vous dis parce que on voit bien que le public a un sentiment de liberté et que le terme déconfinement signifie liberté. Ce n'est pas de la liberté, c'est un confinement adapté. Je tiens à le répéter assez souvent. D'ailleurs, le docteur Martine Noël, qui est à côté de moi, nous rappellera tout à l'heure quelques règles de base. En ce qui concerne les évolutions depuis hier jusqu'au 17 octobre, les évolutions des mesures sanitaires, depuis hier, donc jusqu'à dimanche inclus, l'attestation de circulation n'est plus nécessaire pour effectuer les déplacements autorisés entre le domicile et le travail, pour se rendre dans les commerces et services autorisés ou pour des raisons de santé. La promenade est limitée à 3 heures dans un rayon de 10 km. Donc dans un rayon de 10 km, vous pouvez y aller et il n'y a pas d'attestation. Le couvre-feu est désormais fixé à 22 heures, jusqu'à 5 heures. Les rassemblements, qu'ils soient amicaux, religieux, coutumiers, sont limités à 10 personnes maximum. Le télétravail est fortement recommandé quand il est possible. Il faut privilégier les réunions via les moyens de communication électronique, donc c'est la visioconférence telle qu'on peut le pratiquer. Voilà, donc, et parallèlement à ce confinement adapté depuis hier, vous avez la mise en place du pass sanitaire qui est entré en vigueur depuis hier. Donc ce pass sanitaire doit permettre un retour à une vie quasi normale en minimisant les risques de circulation du virus. Il permet la réouverture de certains lieux à la condition de respecter les protocoles sanitaires et de procéder à un contrôle à l'entrée. Alors, je voudrais faire quand même quelques petites remarques et quelques petits rappels. Il semblerait que des personnes confondent passe sanitaire et attestation de déplacement dérogatoire. Donc, l'attestation de déplacement dérogatoire, je vous l'ai dit, est supprimée cette semaine. Le passe sanitaire et l'attestation n'ont rien à voir. Donc, tant que vous n'avez pas réussi à obtenir un passe sanitaire, la simple présentation d'un carnet de vaccination à jour, accompagné d'une pièce d'identité, peut suffire à accéder aux lieux autorisés avec passe. C'est-à-dire si vous n'avez pas de passe, parce que je sais qu'il y a un encombrement
assez important, soit sur la ligne Internet ou soit devant les mairies. Aujourd'hui, si vous voulez y accéder, vous allez avec votre carnet de vaccination et une pièce d'identité, ça suffira. Et le temps nécessaire sera toléré tant qu'on aura de l'afflux de personnes et que tant que les personnes ne pourront accéder au pass sanitaire électronique. Alors, seules les personnes majeures sont concernées par le pass sanitaire. Les personnes de moins de 18 ans ne sont pas soumises au pass sanitaire, mais les adultes qui les accompagnent doivent détenir un pass sanitaire pour accéder aux activités, commerces et services autorisés avec le pass. Cela va de soi. Tout le monde, vacciné ou non, peut obtenir un pass sanitaire à condition de faire la preuve de sa vaccination, d'un test antigénique négatif, ou si vous avez contracté le Covid et d'un certificat de rétablissement. Donc je vous ai dit le premier bilan de la journée des passes sanitaires sur le site masanté.gouv.nc. Il était victime de son succès dès l'ouverture lundi à 9h. Il y a eu un nombre exceptionnel d'utilisateurs qui se sont connectés sur NC Connect pour obtenir un pass sanitaire. Et ces nombreuses demandes ont engendré des ralentissements. Je pense que tout le monde est maintenant habitué à ce genre d'encombrement. Donc voilà, on a pu relever, nous, jusqu'à 1600 utilisateurs en simultané. C'est encourageant parce que ce qui veut dire qu'il y a des gens qui veulent accéder au pass sanitaire et ce qui veut dire qu'ils sont vaccinés. Hier, en fin d'après-midi, environ 2700 personnes identités numériques avaient été créées. 3700 sont en cours de validation par l'opérateur. 80% des QR codes délivrés ont été en moins de 10 minutes. Donc on essaye de faire autant que possible, de tenir la cadence, mais c'est quand même compliqué. Alors malgré un démarrage ponctué de dysfonctionnement, cet outil déployé en un temps record par le gouvernement a enregistré à 17h 1846 demandes et mis à la disposition des usagers un total de 3289 QR codes. En parallèle, 4790 QR codes ont été générés par les praticiens libéraux et 1681 ont été générés par la DAS. Donc, ce qui fait au total 9760 QR codes, rien que pour la journée du 11 octobre. Donc, comme je vous l'ai dit, pour accéder à ce pass, il est inutile de se précipiter pour le moment sur le carnet vaccinal Covid et une pièce d'identité qui peuvent être utilisées, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il n'y a pas nécessité de se précipiter sur le pass sanitaire. Il y a un délai pour le faire. Surtout, il est inutile de faire la queue en mairie. Vous disposez d'un smartphone, laissez accéder au guichet les personnes qui n'ont pas accès au numérique. Il est vrai que le plus lent est de créer son identité numérique sur NC Connect. Pour cela, vous avez besoin d'une pièce d'identité que vous devez photographier et surtout pas d'une copie. Et la délivrance du QR code se fait assez rapidement, ensuite, 10 minutes. À condition que l'identité de vos documents vaccinaux soit la même que sur vos documents d'identité, sur vos papiers d'identité. Cela va de soi, mais il y a quelques personnes encore qui essayent de faire autre. Voilà, donc pour ma part, j'ai terminé mon intervention. Simplement, je voulais rappeler, et j'y tiens, c'est que aujourd'hui, on est sous un régime de confinement adapté et qu'une évaluation se fera en fin de semaine. Et s'il y a un rebond, un léger rebond ou même un rebond important, c'est ce qu'on n'espère pas, on reconsidérera les mesures de confinement. Voilà, donc je laisse la parole au docteur Noël. Merci. Alors bonjour à tous.
Merci de m'accueillir aujourd'hui pour faire un point de prévention et de santé publique. Moi, je suis le docteur Martine Noël, je travaille à la DAS, plus particulièrement dans le domaine du contrôle sanitaire aux frontières et de l'investigation autour des cas de Covid. Mais ce qui m'amène aujourd'hui, c'est plutôt à vous parler de prévention. Le 6 septembre dernier, nous apprenions la circulation du virus du Covid-19 en population générale. Toute la population, dès le premier jour, a dû faire preuve d'adaptation à bien des égards. Tous ces efforts ont également été portés par l'ensemble de la collectivité à tous les paliers décisionnels. Et c'est cette mobilisation collective qui nous a permis de nous retrouver dans la situation actuelle, c'est-à-dire avec une dynamique importante en faveur de la vaccination contre le Covid, une diminution du nombre de cas positifs dans la population qui contribue indirectement à diminuer la pression sur les hôpitaux et un début de contrôle de l'épidémie. C'est précisément ces résultats qui ont permis au gouvernement d'envisager un pacte de confiance avec la population, en proposant un confinement adapté pour permettre un retour progressif à la vie sociale, éducative et économique pour l'ensemble du pays. Mais comme vous le savez, l'équilibre actuel reste très fragile. Les 15 prochains jours seront particulièrement cruciaux afin d'éviter de connaître une autre vague majeure de contamination. Nous sommes donc là devant un défi. Ce défi est de faire le maximum pour continuer à préserver la santé de tous, celle des personnes les plus fragiles, tout en continuant à profiter des mesures assouplies du confinement. Préserver notre système de soins, préserver notre santé économique et notre vie sociale. Nous devons et nous pouvons arriver à répondre positivement au pacte de confiance qui nous est proposé. Nous avons vu qu'ensemble, nous avions permis de faire la différence. À partir de maintenant, nous devons tous continuer à jouer un rôle pour que la situation continue d'évoluer favorablement. Un confinement adapté comporte bien évidemment des règles. Notre créativité à imaginer des moyens adaptés permettant de gagner du terrain tous les jours sur ce virus doit continuer à nous motiver individuellement et collectivement. Nous devons en particulier prendre conscience que, contrairement aux 2 confinements précédents, après lesquels nous étions revenus à une situation Covid-free, cette fois-ci, à l'issue de ce 3e confinement, le virus continue de circuler. Et donc, pour l'instant, notre enjeu est d'apprendre à vivre avec ce virus. Si l'on considère que 40 à 50% des cas de Covid sont sans aucun symptôme, cela veut dire que nous, ou les personnes que nous côtoyons, pouvons être porteurs du virus et le transmettre sans le savoir. Or, la reprise des activités et la multiplication des contacts sociaux favorisent le risque de circulation du virus. Dans la mesure où le virus peut se transmettre par voie respiratoire et par les mains, l'intégration dans notre vie quotidienne des gestes barrières nous permettra d'éviter les risques de transmission. Apprendre à vivre avec le virus implique donc d'être rigoureux dans l'application des gestes barrières. Alors nous connaissons tous ces gestes barrières, bien entendu, mais il est important de les regarder avec un peu plus d'attention pour les appliquer avec encore plus de vigilance et une efficacité maximale. Donc je vais maintenant essayer de vous en détailler quelques-uns. Alors, quand on tousse et qu'on éternue, je rappelle qu'on doit le faire dans son coude et non dans ses mains, pour éviter de projeter le virus dans l'air, mais aussi pour éviter de contaminer ses mains si le virus est là. Évidemment, si on a des signes de Covid, il sera aussi important d'aller se faire dépister sans attendre. Le masque. Là, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. D'abord, les masques considérés comme efficaces vis-à-vis du variant Delta sont les masques de qualité FFP, par exemple FFP2, les masques chirurgicaux, les masques en tissu, mais de classe uniquement UNS1, qui sont les seuls masques en tissu permettant d'avoir une qualité de filtre suffisante contre le virus Delta. Les masques UNS2 et ceux fabriqués à la maison sans aucune norme particulière ne sont malheureusement plus assez efficaces vis-à-vis du variant Delta, alors qu'ils l'étaient vis-à-vis du variant dit anglais. Les masques ne sont efficaces que s'ils couvrent correctement le nez et la bouche. Et c'est sur ce point qu'il est nécessaire de faire un effort particulier pour le porter correctement. En effet, on voit trop souvent des personnes qui le portent au bras, sous le nez, sous le menton, accroché à l'oreille,
en recto verso, c'est-à-dire à l'envers, d'accord, ou tête en bas. Alors je vous rappelle que le haut et le bas d'un masque chirurgical n'a pas la même fonction. Donc en haut, la partie qu'il faut porter en haut, c'est une partie où il y a une petite barrette métallique à l'intérieur. Et pourquoi il y a cette barrette métallique? C'est pour pouvoir mouler le nez, l'arête du nez, sur cette barrette, de façon à provoquer une occlusion plus importante. Ensuite, on place bien le bas du masque sous le menton, d'accord? Et ensuite, on accroche le masque. On peut l'accrocher d'abord et ensuite le déplier. Donc c'est très important de vraiment le porter correctement. Sinon, on a une fausse impression de sécurité et il ne sert pas à grand-chose. Le masque doit être changé au bout de 4 heures ou s'il devient humide, notamment quand on tousse. Une fois mis en place, il faut éviter de le toucher, particulièrement sur le devant du masque, pour éviter de le contaminer avec des mains qui seraient porteuses du virus, ou, inversement, éviter de contaminer ses mains s'il y a du virus sur la surface externe du masque. Pour l'enlever, il faut non pas arracher le masque comme ça, mais bien sûr, il faut l'enlever par les élastiques. Ensuite, on le jette dans une poubelle et on se désinfecte les mains, ou on se lave les mains. Alors, j'en viens aux mains maintenant. Le deuxième point très important. Le virus, comme vous le savez, peut rester vivant un certain temps sur les différentes surfaces, mais également sur les mains. Et une fois qu'on a le virus sur les mains, on peut se contaminer soi-même en touchant son visage, ou bien on peut contaminer les surfaces que l'on touche. On doit donc laver ses mains avec de l'eau et du savon, surtout. Il ne suffit pas de se passer les mains sous l'eau, hein. Il faut vraiment laver ses mains à l'eau et au savon, en faisant bien passer partout le savon pendant 20 à 30 secondes avant de rincer ses mains et de les essuyer sur une serviette personnelle ou avec un essuyage papier individuel. Il faut répéter ce geste souvent, et en particulier après un contact à risque avec un malade du Covid, après être sorti à l'extérieur, après avoir touché des surfaces fréquemment touchées par d'autres personnes et quand on rentre chez soi. Quand on n'a pas de point d'eau à disposition ou quand on n'a pas de savon, on peut aussi utiliser des solutions hydroalcooliques qui permettent de désinfecter les mains. Mais attention, tout comme le lavage des mains, il faut le faire de façon précise. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Les gestes de désinfection hydroalcoolique des mains sont quasiment les gestes du lavage de mains. C'est-à-dire qu'il faut que ça dure suffisamment longtemps. Alors là, ça sera peut-être un petit peu en accéléré. Donc, première chose, avant de désinfecter ses mains, il faut vérifier qu'il n'y a pas de salissure visible sur ses mains. De même, on préférera enlever les bijoux parce que les virus, comme les autres microbes d'ailleurs, peuvent avoir tendance à se glisser et à se cacher sous ces bijoux. Quand on a des bracelets qui sont larges et qui tombent le long jusqu'aux mains, les virus peuvent aussi se cacher dessous. Donc une fois qu'on a vérifié que nos mains n'ont pas de traces visibles de salissure, on va mettre une grosse noisette de solution hydroalcoolique au creux d'une main. Ensuite, on va commencer par la paume des mains. Vous voyez, on désinfecte bien les paumes des mains entre elles. Ensuite, le dos des mains et entre les doigts avec une des mains. On fait l'inverse avec l'autre main. Le bout des doigts dans le fond de la main. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir des ongles trop longs non plus, hein, parce que sinon ça peut se cacher dessous. Pareil de l'autre côté. Puis les pouces. Et on termine par les poignets. Voilà. Et puis ça sèche très rapidement. Je vais vous parler maintenant aussi d'un autre geste de barrière qui est la distanciation. Alors cette distanciation, elle permet d'éviter d'être contaminé par voie respiratoire quand personne ne porte de masque. Typiquement, ce sont les situations où on n'a pas de masque, c'est-à-dire quand on fume, quand on boit ou quand on mange. C'est souvent là. Il y a des gens qui souvent font très très attention tout le temps, sauf que, eh bien, il y a une rupture de geste barrière au moment
où on boit, on fume et où on mange, parce que très souvent, ces moments-là, c'est des moments qu'on partage. C'est un moment social, très souvent. Et donc, si vous partagez ces moments avec des personnes qui ne vivent pas dans votre foyer, faites-le si possible en extérieur et à plus de 2 mètres les uns des autres. Quand le masque est porté, il est recommandé de maintenir une distance d'1 mètre, cependant. Tout cela veut dire aussi que lorsque le virus circule dans la population, on ne se touche pas quand on se rencontre. Quand on rencontre des amis ou de la famille, on ne fait pas de check. On reste à distance, même si, bien sûr, c'est difficile. C'est une contrainte, mais c'est de là que naît l'efficacité. Alors, autre chose très importante, c'est l'aération des locaux. Ça, c'est une mesure barrière qu'on a intégrée vraiment secondairement pendant la pandémie, parce qu'on sait maintenant que l'aération régulière des pièces où l'on se trouve fait partie désormais des mesures très importantes à mettre en œuvre pour lutter contre la transmission du virus. Alors, au mieux, c'est de créer un courant d'air naturel qui permet de diminuer la densité des particules virales en suspension dans l'air autour des personnes contagieuses. Je pense que vous savez que le virus peut rester en suspension pour les très très fines particules pendant, on pense, 3 heures. Donc créer un courant naturel d'aération en ouvrant des fenêtres et portes opposées permet de créer ce courant et de très rapidement diluer ces espèces de petits nuages. Alors ça, donc vraiment aérer à l'intérieur des habitations. Le nettoyage des surfaces. Alors, je vous ai dit que le virus pouvait rester vivant un certain temps sur les surfaces, après y avoir été déposé, que ce soit par les mains ou à l'occasion de la toux ou de l'éternuement d'un malade porteur du Covid. La durée de survie du virus sur les surfaces dépend de nombreux facteurs, mais notamment du matériau de la surface sur lequel le virus s'est déposé. Alors, il y a eu plusieurs études qui ont essayé de savoir, de déterminer quelle est la durée de survie du virus sur les surfaces. Les résultats de ces études sont variables, mais cependant, il s'en dégage des tendances convergentes. Alors, si vous ne deviez retenir qu'une chose, c'est que les surfaces où le virus survit le plus longtemps, ce sont le plastique et l'acier inoxydable. Ça peut aller jusqu'à 2 à 3 jours sur ces surfaces. Or, quand vous regardez autour de vous, beaucoup de choses sont en plastique ou en acier, d'accord ? Donc, il faut s'organiser pour nettoyer régulièrement chez soi, comme sur son lieu de travail, les pièces et les surfaces dites critiques. Alors, ce qu'on appelle les surfaces critiques, ce sont les surfaces qui sont touchées souvent et par plusieurs personnes différentes. Alors, ça peut être, par exemple, des poignées de porte, les interrupteurs, les digicodes, les boutons d'ascenseur, rampes d'escalier, clavier, souris d'ordinateur, télécommande, téléphone portable et surface lavable, les chasses d'eau, les tirettes de WC, les robinets d'eau, etc. Il y en a beaucoup, bien sûr. Alors, quel produit utiliser ? C'est souvent la question qu'on nous pose. Alors, de façon courante dans la vie quotidienne, on peut utiliser un produit ménager détergent désinfectant ou bien des solutions d'eau de javel diluées à 0,5%. Mais il faut se souvenir qu'une solution diluée d'eau de javel est périmée au bout de 24 heures. Il faudra en refaire une. Ou alors des lingettes détergentes désinfectantes actives sur le virus du Covid, et la norme que nous conseillons, c'est la norme EN 14476. Dans la situation où il y a eu ça c'est dans la vie courante, dans la situation où il y a eu une personne positive au Covid dans le foyer ou dans l'entreprise, il faudra désinfecter plusieurs fois par jour les surfaces touchées tant que le malade reste donc dans les lieux et reste en contact avec ces différentes surfaces, jusqu'à ce qu'il soit déclaré guéri. Enfin, un mot pour rappeler que quand on a un signe de Covid ou quand on a été en contact à risque avec une personne porteuse de Covid, il est impératif d'aller se faire tester. Mais je pense que ça fera l'occasion d'une prochaine intervention. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, bonjour, Gilles Ménage de Radio Rythme Bleu. Ma question s'adresse à monsieur le porte-parole du gouvernement, monsieur Slamet, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une idée au rythme de la vaccination actuelle? Est-ce que vous pensez pouvoir tenir les objectifs du gouvernement de parvenir à l'immunité collective de la population d'ici la fin du mois de novembre, comme vous l'avez laissé entendre? C'est toujours, effectivement, je confirme, c'est toujours si
les vaccinations ne décélèrent pas intensément ces prochains jours, on espère que fin novembre et début décembre, on aura atteint cet objectif. Laurence Pourtoën, c'est la première. On a vu hier et encore aujourd'hui des manifestations anti-vax un peu partout dans la ville. À midi, il y avait pas mal de forces de l'ordre à la baie des Citrons. Quelle est votre position ? La position vis-à-vis des anti-vax, et de leurs manifestations. Leurs manifestations, nous, de toute façon, les manifestations relèvent de la compétence de l'État. Donc, en tous les cas, le gouvernement ne s'attache pas aux anti-vax, il s'attache surtout à faire cette campagne de vaccination pour qu'on puisse avoir cette immunité et vraiment ne pas... je veux dire, il faut engager la population dans cette démarche de vaccination et ne pas perdre de vue que le seul moyen de sortir de cette épidémie, c'est la vaccination. Donc, moi, j'en appelle à la population, c'est de ne pas se laisser, je vais dire, influencer par ces manifestations. Et moi, j'encourage les Calédoniens et j'ai confiance aux Calédoniens par ce geste de citoyenneté, de solidarité qu'est la vaccination. Mathieu Indorel pour Calédonia. Je voulais juste revenir sur le pass sanitaire et la procédure de NC Connect. Pour le coup, est-ce que vous pourriez expliquer le sens d'avoir besoin de mettre des photographies alors que justement NC Connect est déjà une espèce de coffre-fort sécurisé pour des informations confidentielles comme les impôts. Du coup, est-ce que la procédure ne pourrait pas être allégée et se passer justement de ce type de... Alors, moi, d'abord, on n'a pas encore fait la preuve du pass sanitaire et de toute la partie. Je ne vais pas vous répondre parce que c'est vrai que la nécessité ou l'indispensabilité d'avoir la photo, en tous les cas, aujourd'hui, c'est ce qui a été préconisé. Mais l'évolution du pass sanitaire, ça, moi, je pense qu'il faudra voir après avec... ceux qui sont vraiment spécialisés là-dessus. Nous, on est en charge de l'installer, que ce soit bien appliqué justement pour que le virus ne se proche pas plus longtemps et qui permet quand même un peu de liberté à la population. Voilà, donc les détails après, bon, je veux dire, ça peut avoir son importance. Mais en tous les cas, pour nous aujourd'hui, c'est de lier la liberté de sortir un petit peu de ce confinement adapté et des contraintes qu'est le pass sanitaire, parce que le pass sanitaire, c'est quand même une contrainte de présentation et tout, donc les détails après, oui. Je pense que la question mérite d'être posée, mais en tous les cas, je ne peux pas vous apporter cette réponse-là dans les médias. Gilles Ménage RRB à nouveau, on sait, Monsieur Slamet, qu'un certain nombre de familles calédoniennes ont tenté d'obtenir de la part de médecins ou d'infirmières des passes sanitaires sans la vaccination. Évidemment, il revient au parquet d'ouvrir des enquêtes et de prendre éventuellement des sanctions, mais est-ce que du côté du gouvernement, vous pouvez envisager éventuellement de porter plainte contre ces personnes ? Pour le moment, on n'a pas envisagé, on n'a pas envisagé de prendre des mesures générales. On ne sait pas si on en a entendu parler, on ne sait pas si ce sont des attitudes marginales ou non. Mais si oui, ça avait tendance à se généraliser, on y pensera. Genre Pierrick Châtel, des Nouvelles, j'ai une question un peu accessoire, mais vous avez précisé que le couvre-feu était repoussé à 22h. Qu'est-ce qui a justifié de reculer d'une heure le couvre-feu ? Alors, reculer d'une heure le couvre-feu, vous savez, les activités qui sont autorisées dans le cadre du pass, il y a les restaurants. Donc, si vous allez, je parle des restaurants, mais il y a d'autres lieux, mais en tous les cas, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Quand on va au restaurant, on se présente à 20h et en général, c'est toujours après 21h. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a repoussé à 22h.
Laurence Pourtonne, c'est la première. Hier, avec M. Toyanou, on évoquait l'avancée de votre réflexion sur les voyages, notamment sur le pass sanitaire pour les voyageurs et l'aspect ce qu'on appelle les motifs impérieux. Est-ce que vous nous confirmez que vous continuez à travailler là-dessus et qu'il y aura une remise en cause de ces motifs impérieux? Je vais dire oui, on y travaille là-dessus. Mais tout dépend de l'avancement de la vaccination. On est attaché sur la vaccination et en corrélation sur l'occupation des lits de réanimation. Gilles Ménage, j'ai une dernière question. Monsieur Schlamet, est-ce que vous avez une idée du taux d'absentéisme qui aurait été relevé dans les différents établissements scolaires? Alors, le taux d'absentéisme, il est un peu trop tôt pour faire le point, puisque c'est hier, le secondaire entre aujourd'hui. Je pense qu'il faut une petite semaine pour que les familles puissent se stabiliser et se réorganiser. Et donc on verra, je pense que dans le courant de la semaine ou fin de cette semaine, mais la vice-présidente Isabelle Chamorro viendra faire un point là-dessus. Question ? Merci. Merci. Bon après-midi.